Donc, bonjour à toutes et à tous, je me présente Pacôme Constant Dibofis, je suis neurologue, alors je corrige, je ne suis pas PH, je suis chef de clinique à l'UNV et voilà, donc je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler un peu d'actualité dans la pathologie cérébrovasculaire ischémique et notamment les perspectives aussi de développement à venir. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Donc il est difficile de parler de traitement sans revenir à la physiopathologie. La pathologie cérébrovasculaire a cet aspect bien singulier de n'avoir pas qu'une étiologie qui peut engendrer un AVC ischémique, mais avoir tout un panel assez large partant du cœur. Du cœur, allant de la pathologie athérothrombotique aortique au niveau bulbaire et au niveau intracrânien, mais aussi en pensant bien aux éléments figurés du sang, notamment les plaquettes et les globules rouges, ainsi que les anomalies de la coagulation, qui peuvent conduire à la formation d'un thrombus. Et une fois que ce thrombus se met dans une artère cérébrale, il va entraîner un blocage en aval des apports des substrats essentiels au cerveau, à savoir le sucre et le dioxygène. Et ainsi, ça va engendrer une cascade au niveau neuronal, à savoir une augmentation du glutamate qui va engendrer une excitotoxicité délétère, une inflammation, la production de radicaux libres et enfin une rupture de la barrière hémato-encéphalique responsable d'un œdème qui va conduire in fine à la génération d'une lyse neuronale et d'un aspect macroscopique qu'on voit ici, d'un infarcissement cérébral en sylvien. Et donc l'idée, c'est que ces thérapeutiques vont empêcher toute cette cascade de survenir pour éviter ces infarcissements constitués irréversibles. Et donc, dans les traitements, on a deux cibles particulières. La première, c'est le tissu cérébral. On sait que lorsqu'il y a une obstruction vasculaire, l'ensemble du cerveau en aval n'est pas nécrosé instantanément. Il y a une zone qu'on appelle de pénombre où on voit qu'il y a une dysfonction neuronale, mais grâce à un truchement d'artères collatérales, cette zone arrive à survivre, mais au cours du temps, ici vous voyez à J0, à moins d'1 heure, on ne voit pas de lésion ischémique qui se constitue, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, au bout de J1, on a un infarctus qui est quasiment constitué sur 2/3 de l'hémisphère cérébral droit, et donc en fait toute cette zone, tout ce parenchyme-là, c'est une zone à sauver. Mais aussi qu'on a des cibles en lien avec le caillot, puisque le caillot illustre bien cette diversité d'étiologies. Il y a à la fois des caillots qui sont dits riches en globules rouges, typiquement dans le cadre d'une fibrillation atriale emboligène, mais aussi des caillots qui sont riches en fibrine, ou en tout cas en plaquettes et fibrines, et ça c'est plus l'apanage de la pathologie athérothrombotique. Et donc ça, c'est deux aspects importants à avoir en tête lorsqu'on traite des patients à la phase aiguë. Et donc, excusez-moi, je reviens juste en arrière. L'objectif, quand même aussi, chez ces patients, c'est retrouver une indépendance fonctionnelle suite à cet AVC. Et donc, le temps, c'est du cerveau et c'est 2 millions de cellules qui nécrosent par minute dès le début de l'AVC. Et donc, actuellement, on a des recommandations qui sont bien claires sur des délais d'intervention avec 3 grands groupes, moins de 4h30, entre 4h30 et 6h et plus de 6h. Entre moins de 4h30, on a accès à 2 types de traitements. Un type de traitement médicamenteux par un fibrinolytique qu'on appelle l'altéplase, qu'on peut injecter par voie intraveineuse et qui est très efficace lors de la présence d'un thrombus, le plus souvent distal. Et on a aussi accès au traitement endovasculaire, notamment s'il y a un thrombus qui est dit proximal, c'est-à-dire au niveau de la portion toute naissante du polygone de Willis. Et donc ces traitements ne sont pas indépendants entre eux, ils peuvent être combinés, où on peut faire soit l'un, soit l'autre, en fonction de la présence d'une contre-indication à l'un ou à l'autre. Passé 4h30, tout de suite là, on se restreint drastiquement sur les prises en charge médicamenteuses. On peut proposer uniquement un traitement par antiagrégant plaquettaire, le classique Cardégique 160. Entre 4h30 et 6h, par contre, on peut toujours aller à la thrombectomie mécanique si on a toujours ce thrombus proximal. Et au-delà, malheureusement, on peut proposer uniquement des thérapeutiques de sauvetage qu'on appelle des craniectomies décompressives qui vont uniquement avoir visé à sauver le patient sur le risque vital, mais ne vont pas l'améliorer d'un point de vue fonctionnel, mais simplement réservé à certaines situations bien particulières. Cette diapositive, juste pour illustrer qu'il y a un décalage entre nos deux spécialités, on voit bien que
l'élan qu'il y a eu dans les années fin des années 90, début des années 2000 sur la pathologie ischémique coronarienne avec la fibrinolyse, mais ensuite les grands essais thérapeutiques sur l'implantation des stents et leur supériorité versus l'angioplastie classique, tandis que nous, on est resté un petit peu à la traîne avec dans les années 96 la fibrinolyse, et il a fallu attendre quasiment 20 ans pour avoir l'implémentation de la thrombectomie mécanique. C'est principalement du fait de difficultés anatomiques, la particularité anatomique des vaisseaux intracrâniens, et aussi des difficultés à avoir du matériel adapté pour réussir à cathétiser ces artères. Je vous parle beaucoup de médicaments d'intervention, mais il faut savoir que y a aussi de l'humain derrière tout ça. Et normalement, chaque patient qui fait un AVC doit passer dans une unité neurovasculaire. Et on le rappelle souvent à notre gouvernance et au ministère, c'est pas tous ces beaux médicaments qu'on donne, l'aspirine, la thrombolyse, les thrombectomies, qui est efficace au niveau de la population. C'est les UNV, parce que vous voyez que pour une cible théorique de 100% de patients qui pourraient être éligibles à avoir une prise en charge en UNV, ça permet d'éviter 100 décès ou dépendance, alors que toutes les grandes thérapeutiques que je vous ai citées précédemment font beaucoup moins bien, en tout cas, n'arrivent pas à moins de la moitié. Et donc ça, c'est des choses pour lesquelles on insiste fortement pour créer un maillage sur le territoire, pour développer les UNV, parce que c'est vraiment tout le personnel paramédical et médical au sein de ces unités qui améliore le pronostic et sauve les patients. Un petit focus sur le traitement endovasculaire. Donc, comment on peut passer ici d'une occlusion aiguë M1 à droite à une revascularisation complète avec un beau réseau en aval? Et ben, c'est grâce à des différentes techniques qui sont développées en neuroradiologie avec ce qu'on appelle l'aspiration, où on met un petit cathéter dans l'artère carotidienne et on remonte jusqu'au contact du thrombus, et là on est amené à l'aspirer. C'est principalement lorsqu'il y a des thrombus riches en globules rouges qu'on est amené à faire ce traitement-là. Le stent retriever, où là au contraire c'est qu'on a des thrombus très compacts, riches en fibrine, où on va aller éperonner avec une aiguille le thrombus, on va déployer un stent qui va l'enchasser, ensuite on va le retirer de manière assez délicate parce que ça crée beaucoup de lyse au niveau des vaisseaux, et donc ça engendre souvent des petits thrombus en aval. Et enfin, on peut faire des techniques secondaires. Ça, actuellement, il n'y a aucun essai randomisé qui permet de dire quel ou quel traitement est le meilleur. C'est vraiment à l'expérience de l'opérateur qui nous permet, enfin, voilà, qui guide quelle thérapeutique on va proposer. Ce que je vous ai parlé précédemment, c'était les recommandations. Néanmoins, on arrive de plus en plus à s'affranchir de ces recommandations pour élargir les fenêtres thérapeutiques et notamment élargir la portée de la population qui pourrait bénéficier de ces traitements de phase aiguë, avec notamment une extension de la thrombolyse qui peut aller jusqu'à 9 heures et la thrombectomie mécanique qu'on peut aller jusqu'à, dans certains cas, jusqu'à 24 heures, voire même au-delà, 48 heures. Et ça, en fait, ça repose plus sur un concept pas trop temporel, mais plutôt de viabilité tissulaire. En fait, on sait chaque personne est très dépendante et très variable sur sa susceptibilité de faire face à l'ischémie. Et en fait, grâce à des techniques d'imagerie multimodale, notamment avec l'IRM, on peut approcher au plus près le phénotype des patients et savoir quels patients on peut leur proposer des techniques un peu plus avancées de revascularisation. Avec notamment, donc, lorsqu'on fait une IRM, on va voir s'il y a la présence d'un œdème cytotoxique, ici en hypersignal diffusion, en restriction d'ADC, qui signe le caractère cytotoxique de l'édème, et donc c'est un infarctus. Et ensuite, on va proposer différentes modalités de radiologie pour approcher un peu plus le phénotype du patient. Ici, on voit sur des techniques de perfusion qu'il y a une grande zone hypoperfusée dans le territoire sylvien complet, qui est beaucoup plus large que ne laisse penser l'infarctissement, donc il y a du territoire à sauver. Et après, on est amené à faire des techniques d'imagerie avec du T2 écho de gradient, où ici, on voit le thrombus qui est en hyposignal très franc et très prolongé. Ça signe que ce thrombus est riche en globules rouges, et donc ça, c'est un marqueur aussi d'efficacité, un biomarqueur de certaines techniques de thrombectomie. Et enfin, on voit bien ici sur des techniques vasculaires en temps de vol
que le thrombus est situé en proximal, donc ça peut être accessible à la thrombectomie. Et donc c'est sur ces concepts-là que se sont basées des études telles que Dawn ou Diffuse 3 qui ont permis d'étaler la fenêtre thérapeutique jusqu'à 24 heures dans l'AVC sur des patients qui sont quand même hyper sélectionnés avec des petites zones d'infarcissement mais des grandes zones d'hypoperfusion. Mais on voit que ça marche, hein. Ces gens-là, ils sont à NIH0 à la sortie de l'hospitalisation. On est amené aussi à proposer des thrombectomies plus distales. On dépasse le cadre classique du sténose en thrombose en M1. On va aller au-delà, M2, parfois M3 ou du P1 et ainsi de suite dans les études. Et les thrombectomies de fosse postérieure sont thrombasilaires. Les études sont encore en cours. Sur la thrombolyse, pareil, on s'affranchit de plus en plus des limites de l'AMM. Actuellement, les seules vraies limitations, c'est en cas d'intervention majeure où on ne pourrait pas juguler une hémorragie à la suite de la fibrinolyse ou de troubles de l'hémostase majeure. Et enfin, dans les perspectives à venir, on axe sur la pathologie cérébrovasculaire sur 3 grands axes, la prévention, la recanalisation et la neuroprotection. Je vais me baser surtout sur la recanalisation avec maintenant l'idée c'est essayer de gagner du temps et non plus faire venir les patients à l'UNV mais que les UNV viennent aux patients et ça marche surtout dans les grandes métropoles telles que Paris, Berlin ou Los Angeles où vous avez un camion qui se déplace au chevet des patients avec un scanner. On est amené tout de suite à diagnostiquer est-ce que c'est un AVC ou non, est-ce qu'il est hémorragique, est-ce qu'on peut mettre de la réversion sur les ADO et ainsi de suite. S'il est ischémique, tout de suite on peut enclencher une fibrinolyse et actuellement il y a aussi des protocoles qui vont se mettre en place pour même faire des thrombectomies dans ce genre de camion. Comme je vous ai parlé aussi, donc la pathologie thrombotique cérébrale a cette particularité qu'elle est aussi à risque hémorragique. Et la difficulté, c'est un peu de jongler entre bien liser le caillot, mais pas entraîner une hémorragie d'aval. Et on est de plus en plus sur développer des thérapies adjuvantes, avec notamment des anticorps anti-glycoprotéine 6, qui ont montré une efficacité pour liser les thrombus riches en plaquettes sans surcoût hémorragique d'aval. On voit aussi que l'acide tranxénamique a une efficacité sur n'importe quel type de thrombus, mais diminue aussi le risque de remaniement hémorragique. Et enfin, il y a le développement là en cours du nouveau anti-11A, avec Oceanic Stroke, où on essaye de mettre des traitements qui lisent les caillots, mais n'ont pas de surrisque hémorragique. Et enfin, je terminerai par, il y a plein d'avancées dans le domaine endovasculaire, mais il y a notamment ça sur la sonothrombectomie, où on est amené à mettre un petit cathéter au contact des thrombus, juste ici, là, sur une artère in vitro, et on va envoyer des sondes, il y a une sonde de transduction pour liser les caillots. Voilà, c'est un peu les thérapeutiques en vogue à l'heure actuelle en recherche. Et enfin, j'insisterai aussi sur les grands messages. Éduquer les patients sur les signes d'AVC, parce que c'est là-dessus notamment qu'on perd des patients qui malheureusement viennent aux urgences ou patientent chez eux en attendant que leur AVC se constitue. Dépister et prévenir, voilà, c'est les grands mots. Donc en conclusion sur la pathologie cérébrovasculaire, c'est un monde qui est en pleine évolution actuellement, on a plein d'avancées, on est vraiment dans une phase exponentielle, on ouvre les fenêtres thérapeutiques, on restreint les contre-indications et il faut vraiment penser que sur le traitement à la phase aiguë, on est vraiment en binôme avec nos collègues neuroradiologues, on est des couples et voilà, on discute souvent. Merci pour votre attention.